Le thaï, c'est facile. Pas de conjugaison, pas de genre, et surtout, c'est une langue monosyllabique. Un mot égale un son. Vraiment? Alors pourquoi le tout premier mot qu'on apprend, bonjour, se dit sawadee? 3 syllabes. Ce mélange entre des mots très courts et des mots à rallonge n'est pas un hasard. Ce que vous entendez aujourd'hui dans les rues de Bangkok, c'est le résultat d'une épopée incroyable. Alors, je vous emmène dans un voyage de plus de 1000 ans. Pour comprendre réellement cette origine, il faut oublier les frontières actuelles et remonter les fleuves. Contrairement à l'histoire du XXe siècle qui situait faussement les origines des Thaïs dans les lointains monts Altaï, la linguistique moderne est formelle. Le berceau du peuple thaï se trouve en réalité à la frontière entre le sud de la Chine et le nord du Vietnam. Cette famille linguistique est désignée sous le nom de Kradai ou Thai Kadai, et c'est là que le proto-thaï, l'ancêtre commun, s'est formé. Entre le 8e et le 12e siècle, ces populations ont entamé une lente migration vers le sud, descendant le long des vallées pour s'installer dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande. Dans leur bagage, ces premiers migrants n'ont pas emporté de mots complexes pour la philosophie ou la politique. Ils ont emporté des mots de survie. Ce vocabulaire originel constitue le socle de la langue. On le reconnaît facilement car il obéit à 2 règles simples. Premièrement, le monosyllabisme. C'est une langue efficace, directe, avec des mots comme din pour la terre, nam pour l'eau, phai pour le feu. Deuxièmement, l'invariabilité. Pas de conjugaison, pas de genre, pas de nombre. Les mots sont comme des blocs de pierre qu'on ne sculpte pas mais qu'on assemble. Et ces blocs sont si solides qu'ils ont traversé le millénaire presque sans bouger. La preuve de cette origine commune est fascinante. Si vous comparez le thaï d'aujourd'hui avec le zhuang, parlé en Chine par 20 millions de personnes, le vocabulaire de base est identique. Malgré 1000 ans de séparation, ces langues partagent des mots fondamentaux. L'existence d'autres cousins éloignés qui se sont séparés encore plus tôt, comme le thaï Ahom en Inde, permet de confirmer cette généalogie. Similarities between อะหม and Lao. คน Kun, หนึ่ง Leung, พ่อ Bo, ฮัก Rat, แมว Mel. Bien avant d'être bouddhistes, ces peuples avaient aussi leur propre vision du monde, ancrée dans la nature et l'animisme. Une légende fondamentale, celle de Nam Tao Pong, raconte que l'humanité n'est pas née d'un dieu créateur, mais qu'elle est sortie d'une courge géante ouverte par un esprit céleste. Cette vision du monde nous a laissé un héritage linguistique intraduisible, le Quan. Le Quan, c'est une sorte d'essence vitale. Contrairement à l'âme occidentale qui est éternelle, le Quan est fragile et peut s'enfuir si vous êtes effrayé ou malade. Cette croyance est commune à tous les locuteurs des langues thaï, du Lao au Shan en passant par le Shuang, témoignant de l'unité de leur cosmologie primitive. Et on retrouve ce mot dans le vocabulaire thaï d'aujourd'hui. Sia Quan, littéralement perdre le Quan, signifie être démoralisé ou paniqué. Quan Hai, le Quan a disparu, est utilisé pour exprimer le choc ou la peur soudaine. Quan On, le Quan mou, désigne une personne très sensible ou impressionnable. C'est pour cela qu'existe la cérémonie du rappel du Quan, le Riak Quan. Quand vous voyez des Thaïlandais avec des fils de coton blanc qu'on appelle Saisin au poignet, ce n'est pas un simple porte-bonheur, c'est un rituel millénaire qui sert symboliquement à attacher le Quan au corps. Voilà pour le socle, la terre, la survie et les esprits. Mais pour bâtir une civilisation impériale, il fallait un vocabulaire plus sophistiqué. Les Thaïs vont alors se tourner vers leurs puissants voisins, les Khmers. Avec l'arrivée des peuples thaïs dans le bassin du Chao Phraya, ils se heurtèrent à la civilisation dominante de l'époque, l'empire khmer d'Angkor. Contrairement au mot de survie du Thai Kadai, le khmer représentait la culture de cour, l'administration et l'ordre social. Ce contact a instauré une forme de diglossie. Le thaï restait la langue du quotidien et du foyer, tandis que le khmer fournissait le vocabulaire de prestige. L'influence khmer sur le thaï est structurelle. Elle ne s'est pas limitée au simple emprunt de mots. Elle a introduit des mécanismes de construction lexicale étrangers à la famille Thaï-Kradai, notamment l'infixation. L'infixation, ça consiste à insérer un son ou une syllabe, généralement am ou amn, au milieu d'un mot racine pour en changer le sens ou la catégorie grammaticale. Ce mécanisme a laissé des fossiles fascinants dans le thaï moderne, transformant souvent des verbes d'action simples en noms d'agents ou en concepts abstraits. La racine khmer est truat, qui signifie inspecter ou passer en revue. En insérant l'infixe am, on obtient tamruat. Le verbe devient un agent, celui qui inspecte, c'est-à-dire la garde royale est maintenant le policier. Le mot thaï, set, avec un rorua muet, signifie fini ou terminé. Avec l'infixe am, il devient
Samret, qui ne signifie plus juste la fin d'une tâche, mais le succès ou l'accomplissement. Le verbe krab signifie se prosterner ou saluer avec un grand respect. Avec l'infixe am, il devient kamrab, qui signifie soumettre, dompter ou réprimer. La logique est implacable, on fait se prosterner l'ennemi. Mais l'exemple le plus célèbre de cette transformation concerne un mot que tout voyageur à Bangkok a déjà entendu. Prenons le mot pour marcher. Dön, c'est le mot de tous les jours. Si l'on applique la chimie khmer en insérant l'infixe amn, le mot s'anoblit et devient damnen. Il ne s'agit plus de marcher, mais de procéder, mener ou d'effectuer une marche royale. Ce mot est la clé pour comprendre le nom de l'artère la plus historique de Bangkok. La Chadamnen. Ce nom est un exemple parfait du métissage de la langue thaï car il fusionne une racine sanskrite et une racine khmer. La Cha, ce préfixe vient du sanskrit Raja, roi. Vous connaissez déjà ce mot sans le savoir à travers le titre indien Maharaja. Ce titre est composé de deux racines que le thaï utilise constamment, Maha pour grand et Raja pour roi. Donc Maharaja signifie grand roi. La Chadamnen signifie donc littéralement la marche royale. L'histoire de ce nom raconte à elle seule le tiraillement de la Thaïlande entre tradition et modernité. En effet, l'avenue Ratchadamnen a été commandée par le roi Rama V après son retour d'Europe. Impressionné dans les plans urbains occidentaux, il voulait que Bangkok ait ses propres Champs-Élysées, une voie large, bordée d'arbres, reliant le Grand Palais au nouveau palais de Dusit, symbolisant une monarchie civilisée et moderne. 40 ans plus tard, sur cette même avenue, un autre monument a surgi. Le stade La Chadamnen. Contrairement à l'avenue, le stade n'est pas l'œuvre d'un roi, mais du dictateur nationaliste Pibun Songkhram. Dans les années 40, son but était de construire la nation et de moderniser le Muay Thai pour en faire un sport professionnel standardisé. Ironie de l'histoire, ce temple de la boxe thaï a été construit par des architectes italiens. Si vous observez la façade art déco du stade, elle rappelle les arènes romaines ou l'architecture fasciste italienne de l'époque. Ainsi, le mot Ratchadamnen relie deux visions de la Thaïlande, celle de l'élégance royale inspirée par la France et celle de la force nationaliste. Toutes deux ancrées dans ce mélange linguistique unique entre l'Inde et le Cambodge. L'application la plus rigoureuse de ce vocabulaire de prestige est le Rajasap, littéralement le vocabulaire royal. Avec l'influence khmer, le roi est passé du simple chef de clan à un dieu roi, nécessitant une distance sacrée. Le Rajasap sert donc de filtre de pureté. Pour désigner les actions ou le corps du monarque, le vocabulaire Taikadai est abandonné au profit de termes puisés dans le khmer et surtout le sanskrit. Le corps du roi n'est pas fait de la même chair linguistique que celle de ses sujets. Par exemple, le verbe pour manger. Gin devient Sawei, issu du khmer. Les pieds du roturier Tao deviennent Prabat pour le roi. Ce terme vient du sanskrit Pada. Comme on le voyait dans la vidéo précédente, le sanskrit et nos langues européennes partagent un ancêtre commun. Pada est donc le cousin linguistique direct du français pied, latin pédis ou même de l'anglais foot. L'influence des langues indiennes sur le thaï est comparable à celle du latin et du grec sur le français. Le thaï a puisé dans deux sources principales qui ont des fonctions distinctes. Le pali, c'est la langue liturgique du bouddhisme Theravada, arrivé via le Sri Lanka. Le pali fournit le vocabulaire de la doctrine et de l'éthique. Par exemple, le dhamma, tham, utilisé pour désigner la loi naturelle et la doctrine bouddhiste. Le sanskrit, c'est la langue de la haute culture, du brahmanisme, c'est-à-dire de l'hindouisme de cour, et aussi de la science et de l'administration. Le thaï emprunte parfois aux deux, créant des doublés sémantiques subtils. Par exemple, la forme pali vidya donne wisha, qui signifie matière scolaire, tandis que la forme sanskrit vidya donne vitaya, utilisée pour la science moderne. Plus récemment, au XXe siècle, lorsque la Thaïlande est passée d'une monarchie absolue à une démocratie constitutionnelle en 1932, elle fut confrontée à un vide lexical. Les concepts politiques et scientifiques occidentaux n'existaient pas dans le lexique traditionnel. Plutôt que d'emprunter les mots anglais, des ingénieurs linguistiques comme le prince Wan Waitayakon ont puisé dans les racines classiques du sanskrit pour forger des néologismes. Démocratie devient ainsi Prashatipatai. Ce terme est inventé à partir de Prasha, le peuple, et Atipatai, souveraineté. Cette méthode a permis au thaï de devenir une langue moderne, capable d'exprimer tous les concepts contemporains, tout en préservant une continuité linguistique et une dignité culturelle face à l'Occident. Cependant, cette influence occidentale n'a pas attendu le XXe siècle pour se faire sentir. Pour comprendre les premiers emprunts au phalang, il faut remonter 400 ans plus tôt.
Les Portugais furent les premiers Européens à établir un contact formel et durable avec le royaume d'Ayutthaya en 1511. Le mot sabu pour savon est un emprunt direct au portugais. De même, le mot pang, utilisé dans Hanom pang, le pain. Plus impressionnant, les Portugais ont aussi changé la façon dont les Siamois commerçaient. Avant eux, on utilisait des coquillages ou des balles d'argent poinçonnées. L'idée d'une pièce de monnaie plate, ronde et frappée est une importation portugaise. Le mot thaï pour pièce de monnaie rian vient directement du real portugais et qui est encore le nom de la monnaie qu'on utilise au Brésil aujourd'hui. C'est là que l'histoire devient incroyable. Le mot real signifie royal et vient du latin regalis. Il partage la même racine lointaine que le mot sanskrit raja, qui signifie également roi, que nous avons vu plus tôt. Ça veut dire que sans le savoir, quand un Thaïlandais utilise le mot rian pour une pièce ou raja pour le roi, il utilise deux versions du même mot indo-européen originel. L'un est arrivé par la terre via l'Inde, l'autre par la mer via le Portugal, pour se réunir finalement à Bangkok. Une autre influence portugaise importante est attribuée à Maria Guiomar de Pinha, une femme d'ascendance métissée japonaise-portugaise qui, après la chute de son mari, le très influent conseiller grec Constantin Faulcon, fut réduite en esclavage dans les cuisines royales au XVIIe siècle. Elle y a introduit l'usage des jaunes d'œufs et du sucre raffiné, adaptant la tradition de la pâtisserie conventuelle portugaise. C'est elle qui créa les célèbres desserts dorés, comme par exemple le phoi thong ou bien le thong yip, aujourd'hui considéré comme l'apogée de la pâtisserie de cour thaï. L'empreinte du Portugal était si profonde qu'elle a perduré des siècles après la fin de son âge d'or. Il y a une anecdote incroyable à ce sujet. Quand les États-Unis ont envoyé leur premier diplomate, Edmund Roberts, pour signer le tout premier traité de commerce avec le Siam en 1833, personne à la cour du roi Rama III ne parlait anglais. Comment ont-ils négocié ? En portugais. Plus de 3 siècles après leur arrivée, le portugais était encore la lingua franca, la langue pont entre l'Orient et l'Occident à Bangkok. Si les Portugais ont accompagné l'âge d'or d'Ayutthaya, la fin du XVIIIe siècle marque une rupture brutale. En 1767, l'ancienne capitale est rasée par les Birmans. Le pays est en ruine et les caisses sont vides. C'est là qu'intervient le roi Thaksin. Pour libérer le pays, il fonde une nouvelle capitale stratégique, Thonburi, le précurseur de Bangkok. Mais pour financer la guerre et rebâtir une économie à partir de zéro, il a besoin d'argent et de navires, tout de suite. Lui-même fils d'un immigré chinois, Thaksin va s'appuyer sur son propre réseau, le clan Techu, qu'on appelle en thaï Tejiu, en mandarin Shaozhou. Il leur ouvre les portes du commerce royal. C'est un véritable appel d'air. Des milliers de commerçants et d'ouvriers de la région du Shaoshan débarquent pour construire la nouvelle ville et relancer les échanges. Ces nouveaux arrivants ont non seulement apporté des capitaux, mais aussi des nouveaux aliments, des nouvelles recettes et même une nouvelle façon de manger. C'est un fait souvent méconnu. Avant le 19e siècle, le Siam vivait essentiellement au sol. On ne s'asseyait pas sur des chaises, mais essentiellement sur des nattes. On ne posait pas les plats sur une table, mais sur un hantok, ce petit plateau sur pied traditionnel ou simplement à même le sol. Ce sont les commerçants chinois qui ont généralisé le mobilier surélevé au moment de la modernisation de Bangkok. Ainsi, les mots thaï usuels pour table, to et chaise, kaoi, sont des emprunts directs au techu, témoins d'une révolution domestique arrivée étonnamment tard. Les noms de nombreux plats et condiments viennent directement du techu. Par exemple, les nouilles, kwai teow, le tofu, tauhu, la sauce soja, CEO ou la brioche vapeur, salapao. L'histoire du kwai teow rua, les nouilles de bateau, illustre parfaitement l'intégration des habitudes chinoises à la géographie thaï. Une question intrigue souvent les visiteurs. Pourquoi les portions traditionnelles de kwai teow rua sont-elles si minuscules, souvent réduites à 1 ou 2 bouchées par bol ? L'explication est purement logistique. Les vendeurs opéraient seuls sur des petites barques, dans des canaux agités. Un grand bol de bouillon chaud aurait été lourd, instable et dangereux à manipuler d'une seule main tout en maintenant l'équilibre de la barque. Les petits bols réduisaient le risque de renversement. Aujourd'hui, bien que les vendeurs aient déménagé sur la terre ferme, la tradition des micro-portions perdure. L'étymologie du bouillon lui-même est tout aussi pragmatique, révélant la nécessité de ne rien gaspiller dans le commerce. Le bouillon est souvent enrichi de sang de porc ou de bœuf, un ingrédient appelé namtok. Si ce terme signifie littéralement la cascade, son origine culinaire est moins poétique. Sur les bateaux, la viande crue, stockée sur de la glace, perdait son sang. Le liquide s'écoulait, tok, tombait, dans une bassine en dessous, formant le namtok, le liquide qui tombe, qui était récupéré pour intensifier le bouillon.
Dans le commerce, le vocabulaire est également marqué par le pragmatisme financier Techu. Hun pour une action ou une part d'entreprise. Hang pour une firme ou un grand magasin. Le terme familier pour faire faillite, Tieng. On retrouve aussi les mots pour loterie, Huai, ou bien Tieng, un mot d'argot qui signifie cool ou super. Si les marchands chinois structurent le marché intérieur, la politique extérieure de la fin du 19e siècle est dictée par la confrontation avec l'empire colonial français. Avec la création de l'Indochine, la France devient le voisin immédiat du Siam à l'est. Dans ce contexte diplomatique, le français est la langue de travail obligatoire. C'est la langue utilisée pour la rédaction des traités internationaux, la correspondance de l'Union postale universelle et les négociations entre la cour du roi Rama V et les envoyés européens. L'influence linguistique se matérialise par l'adoption de normes techniques. Sous l'impulsion du roi Chulalongkorn, Rama V, l'État crée le Krompenti en 1885. L'objectif est concret, cartographier le royaume pour fixer la frontière avec l'Indochine française et figer les limites territoriales. Pour ce faire, le Siam adopte officiellement le système métrique en 1923 et remplace les unités traditionnelles par le standard français, mètre, litre, kilo. Mais au tournant du XXe siècle, une nouvelle vague a tout balayé. L'anglais n'est pas juste devenu une langue d'influence, il est devenu le système d'exploitation du monde moderne. En thaïlandais, c'est la source universelle de tout le vocabulaire technologique et culturel récent. Cette adoption massive a donné naissance à un phénomène linguistique que l'on appelle Thaiglish. มินคิดว่าถ้าเรา approach consumer ของเราด้วยเวนี้เราก็น่าจะ expect engagement ได้ในระดับที่น่า satisfy แล้วก็เมื่อโครงการเนี่ย Putai ici. L'intégration des mots anglais suit des règles strictes de naturalisation. Déjà, les mots à plusieurs syllabes sont systématiquement raccourcis pour s'adapter au rythme thaï. Application devient app, promotion devient pro, percentage devient percent. Une autre règle essentielle veut que le thaï ne tolère pas les sons L et R en fin de mots. Ils sont systématiquement remplacés par un N. C'est ce qui transforme des mots internationaux en mots à consonance thaï. Central devient Sentan. Football devient Football. Bill. L'addition devient bin. Le véritable défi de conversion, c'est que l'anglais est une langue à accent tonique, là où le thaï est une langue tonale. Je vais vous donner le secret pour convertir l'un vers l'autre. Pour prononcer un mot anglais comme un thaï, il faut ignorer les règles de lecture traditionnelles et surtout la règle des tons. Et à la place, appliquer cette méthode en 3 points. Déjà, le décalage de l'accent. Contrairement à l'anglais, qui accentue souvent la première ou la deuxième syllabe, le thaï déplace presque toujours l'accent sur la dernière syllabe. Par exemple, le mot pour ordinateur, computer. En thaï, computer. Regardez la dernière syllabe du mot. Si elle finit par une consonne fermante qui bloque l'air, comme un K, P, T ou S, le thaï va appliquer un ton haut pour imiter l'énergie explosive et sèche de la fin du mot anglais. Ainsi, Facebook devient Facebook, le bureau. Office devient office, cake devient cake. Mais si la dernière syllabe finit par une voyelle ou par un son nasal comme N ou M, le thaï applique un ton descendant, comme par exemple dans les mots fashion, furniture, version, counter. Au terme de ce voyage à travers 1000 ans d'histoire, on comprend mieux pourquoi la langue thaï est si unique. Ce n'est pas une langue monolithique, c'est une mosaïque vivante. En dépit de sa structure monosyllabique et tonale, elle a réussi l'improbable, absorber la complexité du monde sans perdre son identité. C'est pour ça que je trouve cette langue si fascinante, chaque mot que vous prononcez est une petite leçon d'histoire. J'espère que cette enquête linguistique vous aura plu et qu'elle changera votre façon d'écouter la Thaïlande. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pensez à vous abonner et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt!